C'est une blessure qui restera à vie. J'ai Ouais, pas peur de dire. ouais. Pendant une semaine, j'avais 14 ans, j'étais, je sais pas, en 4e. Pendant une semaine, j'étais à plat, voilà. T'as même plus envie d'aller à l'école. J'avais plus envie d'aller à l'école, j'avais plus envie de rien. Tu vois. Là, 2004-2005, j'étais à ça. Tellement j'étais à fond que quand Correa perdait, j'avais envie de rien derrière. Ouais. C'est-à-dire que j'avais envie de rien. Un Argentine-France en Coupe Davis, j'aurais été pour l'Argentine, pour Correa, tu vois. Donc, Ouais, tellement c'était puissant. Aujourd'hui, je reçois Jean-Baptiste Labelle, certainement le plus argentin des Français. Guillermo Correa lui a tapé dans l'œil au début des années 2000 et ce coup de cœur pour El Mago, le magicien, va beaucoup l'influencer dans sa construction en tant qu'homme et aussi en tant que joueur de tennis amateur. Il s'est intéressé à la culture sud-américaine, il a appris l'espagnol tout seul, il s'est même envolé à La Plata en Argentine pendant 6 mois grâce à un échange scolaire et il a été dans l'académie de Guillermo Correa à Rosario en Argentine pour tenter de le rencontrer au culot. Il va nous raconter son histoire. Bienvenue dans Entre les lignes. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Jérémy. Je suis ravi de t'avoir ici. Ravi d'être là, hein, Jérém Sport. On s'est connus en 2015 à Roland-Garros. C'est ça, voilà, pour en toute transparence, tous les deux on se connaît bien. On a travaillé pendant 2 éditions de Roland-Garros en 2015 et en 2016. Et puis après, voilà, on s'est lié un peu d'amitié, on a été boire des coups, on a joué au tennis ensemble, on a été au Parc des Princes ensemble aussi. Et ouais, donc, on a échangé. Exactement, très sympa de t'avoir. La même fibre et la même passion. Voilà. C'est ça, exactement, très sympa de t'avoir ici. Je vais commencer par une question que je pose à tous mes invités. Qu'est-ce que représente le tennis pour toi aujourd'hui dans ta vie ? Et qu'est-ce que tu ressens quand tu joues au tennis ? Pour moi, le tennis aujourd'hui, c'est une passion, vraiment un passe-temps quotidien. Ça fait partie intégrante de ma vie, vraiment. Je le pratique, je m'entraîne. On fait des matchs par équipe, des tournois, donc c'est vraiment un lien social et un plaisir de tous les jours. Quand tu as la raquette entre les mains, quand tu es sur le terrain, qu'est-ce que tu ressens ? Je vibre. Ouais, ça te fait on du bien. essaye de progresser, ça fait du bien à la tête, au physique, au mental. Donc après ta journée de boulot, tu vas faire ton sport. Mais il y a un petit plus, maintenant, au fur et à mesure, il y a les copains, tu t'échanges, il y a générosité et bon temps. Et donc, à quel âge et dans quelles circonstances tu as découvert le tennis ? 99, Roland 99, c'est un Guga Kuerten Medvedev en quart de finale. D'accord. À la télé ? À la télé. Premier match de tennis de ma vie, première balle. Tu vois, quand tu connais pas ce qui est 15-30, 30-0, t'es perdu. Bien sûr. Et c'était cette année-là. Et derrière, je regarde la finale Agassi-Medvedev en 5-7. Je me dis, tiens, on peut retourner un match de 7-0 quand Agassi perdait et finalement gagne 6-4 au 3e. Donc de là est venue ma passion pour le tennis. En 99, toi, tu as 9 ans ? 9 ans, ouais. C'est ça. Et en échangeant un peu avant le podcast, tu m'as dit que tu as commencé le tennis 2 ans plus tard, en 2001 vraiment à taper C'est ça, à tenir la raquette. 2000, je regarde toujours Guga, il gagne contre Magnus Norman en finale. Et puis 2001, je me dis, allez, lance-toi, va jouer, va taper. Tu vas au club à côté de chez toi, donc j'ai commencé là, quoi. Justement, 2001, c'est une année un peu charnière dans ta vie, parce que c'est la première année où tu découvres Guillermo Correa, justement. À 11 ans, donc Monte Carlo, super tournoi, première fois, tu regardes, contre Guga, toujours. Le lien Guga-Correa. Et juste pour Guga, tu t'aimais bien J'aimais vraiment le cœur à Roland 2001, j'étais aussi passionné. Mais t'as pas aussi autant accroché que quand t'as découvert Correa, quoi. Voilà, Correa c'était un chouïa plus. Et donc cette demi, Correa-Kuerten à Monte Carlo, ils se font un match 6-4, 6-2 pour Guga, mais il y a quelque chose. El Mago, des mains, des amortis. Ça te parle, quoi. Ça me parle, je sais pas. Il me fait le mec, je dis waouh, il sort d'où il va y avoir quelque chose, quoi. Et ensuite, tu le vois aussi à Roland. Et en plus, à Roland, cette même année-là, il se rejoue au premier tour. Donc, Guga gagne en 3-7. Et ça va être son 3e titre à Roland. Mais je me dis, tiens, il est toujours là à suivre, quoi. Il est 23e mondial à l'époque. Donc voilà, affaire à suivre. Qu'est-ce qui t'a plu chez lui quand tu découvres son jeu pourquoi ça t'a attiré, quoi ? Il y a eu ce petit côté filou, son élasticité, son look, son côté petit mais costaud, tu vois, qui prend la balle tôt, il se passe quelque chose, quoi. Il se passe toujours quelque chose, chaque point c'est différent. Il y a comme une magie, il y a le mago. Et ses amortis, sa vista, je sais pas. Ça s'explique pas, hein. Tu découvres, tu vibres. Bien sûr, ouais, chacun ses goûts et du coup ça t'a donné envie de... Ça m'a donné envie d'y goûter et d'y regoûter. T'as envie d'y regoûter, mais à l'époque, 2001,
il n'y a pas les réseaux, non, il n'y a pas du tout les Y a réseaux, rien, c'est y a dur rien. de T'as même pas Internet, j'ai pas Internet. Voilà, c'est ça. Donc, que dalle. comment tu arrives à suivre un peu ces aventures parce que tu en veux toujours plus quand tu aimes quelqu'un, tu veux le suivre. Bien Comment sûr. tu arrives à le suivre? J'ai 11 ans, hein. Donc ça se développe petit à petit. Là où ça se développe grandement, c'est en 2003. 2003, Roland-Garros, Monte-Carlo, il bat Moya en demi-finale. Là, vraiment, il commence à avoir Internet un peu, tu peux regarder. 2003, c'est là où tu peux un peu plus le suivre. Enfin, déjà, tu as 13, 14 ans. Bien sûr. Et justement, c'est là où on commence un peu à se construire, à avoir... voilà, on est dans la préadolescence. Des pubs, enfin bref. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est ça, carrément. Et est-ce que dans ta personnalité, est-ce que tu t'identifies un peu à lui, à ses attitudes ou... Je commence à m'identifier, en fait. En 2001, c'est une découverte lambda, on va dire. Bon, après, il y a eu la période de dopage. Voilà, bon, ça c'est entre dur. 2001 et voilà. 2003. 2001 et 2002, donc voilà. T'es encore petit, donc c'est pas non plus... Je me rends pas compte. Voilà. 2003, il revient un peu comme, voilà, c'est ça. comme sur terre de là-bas. C'est ça. Et là, tu commences à t'identifier, tu te dis, ah ouais, il a quelque chose, tu bouges, t'as envie de... Ça me donne une inspiration, quoi, 2003, et arrive ce match contre André Agassi en quart de finale de Roland. Pour moi, c'est le match de sa vie. Il fait 27 revers gagnants, long de ligne. C'est une folie, ce match, une folie. Donc là, vraiment, je dis, ouais, ça y est, je m'agrippe et je m'identifie, quoi. Et tout ça, en plus, c'est venu de toi, parce que tu me disais, en préparant ce podcast, que dans ta famille, il n'y a pas de lien avec le sport, Rien par du tout. exemple. Personne fait du tennis. Voilà, et donc tout est venu un peu de toi, de toi-même. Tout s'est nourri de moi, de par cette découverte. Et je ne pouvais pas le prévoir. Ça m'est venu comme ça. Et petit à petit, je suis allé le nourrir, le développer. Et donc les débuts au tennis, tout ça. Et donc ça m'a permis de grandir et de m'identifier à quelqu'un qui m'a donné après une point de fuite à développer au sein de la vie, quoi. Toi, tu parlais pas du tout espagnol. Du tout. Voilà. Nada. C'est ça. Et ça t'a poussé à vouloir apprendre de toi-même l'espagnol et aussi à t'intéresser à la culture argentine, sud-américaine. Puis à 2003-2004, on commence à avoir Internet. T'as le site ATP, t'as ESPN.com. ESPN, le site un peu comme l'équipe mais en Argentine. Donc ça me permet de lire des notes, de lire Coria, nanani, nanana, parce qu'il était très connu à l'époque. Il y avait beaucoup de notes sur lui. Donc je lis les articles sur Internet en espagnol, je les traduis sur Translator à l'époque. À l'époque, bien sûr. Ça veut rien dire, c'est du mot à mot. Bref, je chope des petits mots par-ci, par-là. Et de là est venue mon appétence et mon envie d'apprendre l'espagnol tout seul. Petit à petit, tu chopes des mots, tu dis ah ouais. Et tu vis de plus en plus passionnément le truc et tu as envie d'aller plus loin. Donc on va y venir après. La passion pour le pays, l'Argentine et l'Amérique latine. Donc là, on va faire un bond en avant, mais si tu vois des trucs qui se sont passés avant, n'hésite pas à me reprendre. Moi, j'avais rebondi donc en 2012, puisque c'est là où il y a un truc qui se passe. C'est que tu vas partir en Argentine grâce à un échange scolaire. Je m'envole pour l'Argentine en 2012. C'était bien préparé à l'avance. Hein. Je parlais à mes parents, ils me disaient toujours... Ça rigolait un peu autour, forcément. Mais parce que tu étais en études de journalisme à ce moment-là. J'étais en études de journalisme, ouais. Je fais une licence langue étrangère appliquée espagnole, anglais. Dans un premier temps, on me riait un peu au nez, les profs, parce qu'ils disaient « Oui, t'as jamais fait d'espagnol, qu'est-ce que tu vas faire ici ça va être trop dur. » D'accord. Donc, j'ai pris le contre-pied, j'ai dit « Ok, je vais lire, je vais étudier. » Et finalement, j'ai été dans les meilleurs en espagnol. Donc ça montre que tout est possible si on veut et si on se donne les moyens. Tu avais choisi cette école-là spécialement parce qu'il y avait espagnol ou parce que... Et spécialement pour l'espagnol. Vraiment, j'avais ce point de fuite. Je voulais faire un échange en Argentine 6 mois. Ok. Et cette école-là proposait ça et donc ça t'a intéressé. Je savais qu'il y avait la Plata derrière et que ça allait être intéressant au fil de jour après jour, tranquillement. Hein. Toujours, tu prends le temps et ça se construit. Donc c'était un échange de 6 mois pour aller à La Plata en Argentine. C'est ça. Comment ça s'est passé ? À l'école de journalisme. Donc, là-bas, en fait, d'accord. Un échange là-bas. Et je fais une section journaliste sportif pendant 6 mois. Donc j'arrive au début, tu sais comment ça se passe. Tu réserves, tu trouves ta famille. Je tombe dans une super famille une maison, 10 Argentins à La Plata. J'ai eu beaucoup de chance. Je les remercie encore, je leur salue. Parce que ils m'ont accueilli. Finalement, les 15 premiers jours, c'est difficile. Tu arrives dans une culture, un pays différent. Ouais, c'est puissant. Hein. C'est puissant. Tu es à 11 000 km de chez toi, tu vois. Premier soir, tu lèves la tête, tu regardes, tu vois, qu'est-ce qui se passe ? Je suis là, pince-moi, tu vois, qu'est-ce que je fais ? Mais ça, t'en rêvé depuis longtemps, non ? Depuis 5-6 ans. D'accord. Ça, petit à petit, se nourrit. C'est comme si tu as un point de fuite là-bas.
Et tu dis, allez, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pas à pas pour y arriver? Et là, petit à petit, j'y arrivais. Finalement, c'était excitant. C'était Ouais, d'y être, c'est ça. d'y être pour de vrai. Et qu'est-ce que tu as aimé de ces 6 mois là-bas et qu'est-ce que tu as appris sur toi-même? Première chose, la passion des gens, c'est vérifier. Et au moins, ça validait ce que j'avais pensé du pays, de ce qui m'avait donné envie d'y aller. Et donc, ça, il n'y a pas plus fort. C'est ça. Ouais, parce que des fois, tu as un rêve tu peux être déçu. et tu es déçu. Tu t'attendais à tellement de trucs et tu peux être déçu. Mais toi, voilà. c'est pas du tout le cas. C'est un peu comme une finale de Roland-Garros. Tu la regardes et finalement, tu es déçu alors que tu attendais. Bon, là, tout s'est bien passé. J'ai eu la chance de tomber sur les bonnes personnes au bon moment. Souvent, ça joue beaucoup de rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Et là, finalement, ils m'ont aidé à m'intégrer. J'ai validé à l'école, ça se passait bien. Tu fais des rencontres. J'avais quelques contacts avant de partir, donc je les ai vus sur place. Et de là, on a décidé d'aller, à mon initiative, d'aller à Rosario, au club de Coria, en fait, son académie. Parce que je savais au moins qu'il avait une académie. C'était le seul moyen d'aller espérer le rencontrer, sinon c'était mort. Dans ta tête, déjà, avant de partir, tu savais que pendant ces 6 mois, tu voulais aller à Rosario. Voilà, j'étais à La Plata, près de Buenos Aires. Et je voulais aller à Rosario à 4 heures de route. Voilà, c'est ça que ma question, c'est ça. On se rend pas compte si c'était loin, si c'était pas loin. Voilà, c'était à 4 heures. 4 heures de route. Bon, je prenais un bus, peu importe. Mais t'allais y aller. J'allais y aller. En octobre, c'était l'objectif, Coria, on voulait... L'échange, c'était de septembre à janvier. Okay. Mais, toujours en point de fuite, je découvre un pays, je parle une langue, tu vois. Le rapport, ça m'a ouvert autre chose aussi. Bien sûr. Pas que Coria, en fait. Non, mais de toute façon, ce que tu m'expliques... depuis qu'on se connaît, c'est qu'il y a Coria, c'est vraiment le point de départ. Le conducteur. Mais c'est aussi, ça t'a permis de t'intéresser à cette culture argentine et du coup, ça t'a... Voilà, c'est aussi pour ça que t'es parti. C'est pas que pour le rencontrer, c'est aussi parce que tu voulais découvrir la vie là-bas, etc. Tout est lié, quoi. Tout est lié, exactement. Et donc là, je vais à Rosario. Une première fois, on arrive tous ensemble avec les gars. Il est pas là, au club. On arrive par hasard, hein, vraiment, toc, 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 c'est nous. Au culot. Au culot, total, au culot. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites là? Et juste avant, ces gars-là avec qui t'es parti, tu les as rencontrés On les rencontre sur Foro Coria, ça s'appelait. forocoria.com, parce que Guillermo, il écrivait sur ce forum en fin de carrière, parfois. D'accord. Entre 2006 et 2008, là où il commence à faire 20 doubles fautes par match, etc., il se passe plus rien. Okay. Il se passe plus rien. Si, il gagne des matchs. Heureusement. Il bat encore Kiefer à Monte-Carlo en faisant 23 doubles fautes, mais bon, ça c'est... Et donc, on se rencontre sur ce forum, et on se donne rendez-vous en vrai depuis le Buenos Aires, on part pour Rosario. Et comme ça, au moins, j'arrive. Et là, on arrive, il n'est pas là. Mais il y avait son père. Okay. Oscar Coria, son premier coach. Voilà. Il était là. C'est déjà donc, un bon début. Voilà, il nous dit, allez, jouez là. Il me file une Gatorade. C'est une anecdote Mais il me file une bouteille que j'ai toujours dans mon sac de tennis aujourd'hui. Okay. Un peu comme porte-bonheur. Sympa. Je me la garde. Je ne l'ai jamais jetée. Elle est au fin fond du sac, elle ne bouge pas. Et donc, il me dit, OK, je te file son portable. Et envoie-moi un message, je te dis quand il est là. Ok. Et donc, c'est de là, on repart à Buenos Aires, à La Plata. Et je lui réécris, il me dit, oui, tel jeudi, il est là. Bon, ok. Je repars tout seul à Rosario. J'ai repris un bus, j'ai remis la mochila, le sac à dos, tu vois. Et de là... La motive, quoi. Et là, la double motive, j'ai rencontré... il était là. J'arrive et il est là. T'arrives et il est là, ok. Waouh. Tu vois, t'arrives... là, ça vibre de l'intérieur. T'es comme ça. Tu pousses la porte d'entrée, t'hésites à y aller, tu vas... Et tu rentres, t'approches, c'est puissant. Après ça, tu revis finale de Roland 2004, tu revis tout. En fait, tu revis un peu ta vie. T'as pu lui parler, t'as pu échanger avec lui. Donc là, il est là, il donne des cours. Il est là avec les gars, tu vois, comme une académie. T'as plusieurs cours en terre battue. Et donc, j'attends sa fin de cours. Normal, on échange. Il y a quelques travaux, j'aide, tu vois, c'est marrant. Et après, on prend une photo près de son académie. D'accord. Les gars m'accueillent, etc. Après, on boit un petit verre dans le clubhouse. Sympa, quoi. Bonne ambiance. C'est une académie un peu familiale. Voilà. T'as même d'autres joueurs qui viennent me parler. Tiens, le français, nanani, avec qui je suis encore en contact aujourd'hui. Donc, c'est cool. Ces premiers échanges, qu'est-ce que t'en as pensé? Qu'est-ce que t'as ressenti en le voyant, en échangeant avec lui Ça devait être la folie dans ta tête, quoi. Au début, t'es un peu comme ça, forcément. T'as rien qui te sort. Tu dis, bah, là, puis c'est en espagnol et tout, donc t'étais peut-être en train de bafouer. Bafouant, même si tu l'as au fond. Ouais. Tu trouves pas forcément tes mots au début, normal. Mais c'est surtout que ça se passe là, quoi. C'est puissant, c'est comme un truc qui t'a forgé et qui te fait avancer pour
pourquoi t'es là, en fait. Ouais, c'est Pourquoi ça. t'es là, l'essence même du truc. Et il te déçoit pas, le gars. Donc, Ouais, il était sympa. va, Enfin, il il est cool. était. C'est pas un ami, mais Non, bien sûr, ça se passe très bien. mais Ça se s'il est passe très amical et tout, ça va Très lui amical, faire plaisir très- de voilà. savoir qu'il y avait un Français qui a parcouru. Tu Bah, sais le qu'il l'a monde même, pour venir il le en voir. a parlé dans une vidéo qui est sur YouTube. D'accord. NL7 des Cella, c'était une interview que Juan Ignacio Cella donnait à Coria et à d'autres joueurs de tennis argentins. D'accord. Et il dit à un moment donné, il y a un Français qui est venu avec ses propres économies me voir, etc. Donc ça l'a, Ok. il l'a Ah oui, retenu, il l'a retenu. Quand on se recroise après, on va en parler. Ouais, ça a dû lui Il faire. il te reconnaît, donc ça fait quand même plaisir. Yo tengo un chico de Francia que se fue con su ahorro, se fue hasta Venado Tuerto a conocer el club, a estar conmigo. Ça doit te toucher quand même. C'est touchant, voilà. Parce que tout le monde n'a pas. Alors, c'est pas un ami, de ça, je le retiens. Mais tout le monde n'a pas la chance de vivre ce que tu as vécu sur une idole, par exemple, tu vois. De pouvoir aller dans son club, de taper dans son club, qu'il soit là dans le coin comme un coach, c'est Ouais. marrant. T'as tapé Ça, aussi, derrière. t'as pu jouer dans Ça, c'est en son... 2015, j'y retourne. Ok, 2015-2016, et à ce moment-là, on mange dans le club, je tape, il est là dans le coin, on échange, tu vois, ok. Bon, C'est on va marrant. reparler de Je ton veux pas- retour ensuite à Rosario. plusieurs fois. Voilà, exactement. Voilà. Là, on était sur l'essence et Exactement. la découverte. Tu rencontres pas que Guillermo Correa dans cette académie, tu as aussi des coachs. Et ce que tu me racontais quand on a préparé un peu le podcast tous les deux, c'est que tu as gardé aussi contact avec ces coachs qui sont même venus pendant Roland à Paris et qui sont venus chez toi. En 2017, donc ils viennent à Paris parce qu'ils font des sessions l'été. Tous les mois, tous les mois de juillet-août, ils ont des tournées, on va dire, tournées en France. Et donc, il y a Franco Pertussati, un coach de là-bas, Guido Baldi, d'autres joueurs qui sont venus. Je les ai logés à Paris, et puis on a fait même le tour de Paris ensemble, etc. Ils viennent tous les étés. Ils viennent Ok. tous les étés, Ouais, c'est donc sympa de vraiment- regarder, C'est sympa de garder les liens. Encore aujourd'hui, je suis en contact avec eux via Instagram. Voilà. Il y a eu... Il y a eu un petit truc qui C'était s'est créé, quoi. Il y a eu un petit truc, c'est marrant. Voilà. C'est comme si tu tombes de nulle part et finalement, ça crée un échange. Donc ça montre que le culot, parfois, ça paye. Ouais, c'est ça aussi. Ça paye. Bah, tu as eu raison d'aller le voir, d'aller dans son académie. On en revient un peu à avoir le point de fuite et dire, bon, ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour l'atteindre? Et petit à petit, tu grappilles Ouais, c'est ça. et t'arrives à ça. Une fois que tu as eu ce que tu voulais, on va dire, bah ça t'a pas... Enfin, ça t'a donné envie d'y retourner. Ça du m'a coup. pas lassé, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Ça m'a plutôt donné envie d'y retourner et finalement... Et c'est ce qui s'est passé. Est-ce que ce tu qui peux, s'est voilà, passé. parce tu en as parlé un tout petit peu avant, mais j'y retourne. Est-ce que tu peux nous dire Sure. dans quelles circonstances t'es retourné à Rosario? Voilà. Donc, 2013, je reviens. Si on peut en parler, grâce à ça, je bosse à Roland derrière. Enfin, j'ai un stage de Roland Garros de 6 mois. D'accord. Mais c'est lié pour moi à l'aventure en Argentine. Vraiment, c'est 6 mois en Argentine. Ok. Grâce à ça, je suis reçu un peu, je connais personne à la Fédé. Donc, je suis reçu, je fais waouh. Et là, ils me prennent en plus de janvier à août 2013. Ok. Donc, ça, c'est super. C'est une aventure. Je vis Roland Garros, mais c'est grâce à la confiance que m'a donnée l'Argentine, rencontrer Coria, tu vois. Tu passes un peu de 0 à 50% de confiance. Ouais, parce que ce que tu peux nous raconter, c'est que cette aventure-là, ça t'a construit, forgé et changé en tant que quoi. Ça t'a donné confiance en toi. À cet ça t'a- âge-là, tu te cherches, tu machin. Ouais. Et là, ça m'a vraiment donné des points de fuite, des sécurités, un recul par rapport à la vie. Ça m'a donné de valoriser un moindre truc, d'y croire, tu vois, de me dire, bon, et pourquoi pas? D'oser. D'oser, voilà, le mot oser. De pas complexer, et finalement, ça marche, puisque ça montre que quand tu y crois, ben voilà. Ouais. Et puis ne pas avoir peur de l'échec. Pas avoir peur de taper à la porte. Quand à Rosario, on arrive au culot, bon ben voilà, j'ai refait pareil avec la Fédé, et finalement, ça a payé, parce que je fais 6 mois de stage derrière. C'est marrant, tu vas près des cours, c'est Disneyland, quoi, au début. Ah T'as bah l'impression que, oui, waouh, oui. Tu revis encore un truc de dingue. t'as une connerie, mais t'as le calendrier des entraînements des joueurs, tu peux aller où tu veux, alors qu'avant, quand t'étais là, tu espérais voir ton idole. Là, si je veux, tu le croises quand tu veux. Ouais. Tu vas au resto le midi pendant mon stage, t'as Tsonga, Gasquet à côté, tu vois. Ouais, c'est ça. Tu peux taper sur les cours. Sur le cours numéro 1, c'était un truc de dingue. Taper sur le cours numéro 1 qui n'existe plus aujourd'hui. Mais C'est ça, tu peux te dire que j'ai tapé sur le cours numéro 1. voilà. Enfin, moi aussi, tu Moi, vois, on on travaille à Roland, On des était en fois, 30 à l'époque, tu vois. t'arrives au parking, tu vois Nicolas Mahut devant C'est toi ça, avec sa toi aussi, Jaguar. tu l'as Enfin, vécu, hein. Voilà, moi Donc, aussi, non, bien sûr. Mais c'est des trucs de fou. C'est des trucs qui restent dans ta tête et que tu le gardes en toi toute ta vie. Donc 2013, voilà, tu fais ton stage à Roland. Et dans la foulée, tu repars. En 2015.
Ah, 2015, pardon. Non, 2013, j'ai mes premières expériences de journalisme sportif dans la presse locale. Je suis hyper content, machin. Parce que je suis de Reims, donc vers là-bas, le stade de Reims, etc. Absolument. T'as des fibres. J'étais passionné aussi, mais une autre chance tu vois, grâce à l'Argentine, toujours. Il y a toujours ce Il fil, y a toujours ce fil qui me suit encore conducteur. aujourd'hui. Il est moins présent parce qu'aujourd'hui, j'ai ma vie d'adulte, j'ai 35 ans. Mais quand il repense, finalement, il est là. Et voilà, donc j'y retourne en 2015 parce que fin de CDD, je suis un peu, pas paumé dans ma vie, mais... T'as du temps, toi. T'as du temps libre. T'as du temps. Un petit contre-coup, tu viens de vivre 2-3 ans sympas. Donc tu dis, allez, qu'est-ce qui me ferait kiffer à ce moment-là? Bon, j'y repars. Je recontacte les gens que je connais, nanana, ils m'accueillent, je dors là-bas, et hop, je retourne à Rosario, à l'académie. Bah, la base. La base. Donc il est là, on retape. Et là, cette fois-ci, en plus, il me raccompagne en voiture du club au centre-ville. Connerie, hein. Mais le fait de... Je rentre quand même dans... Ouais, c'est un peu chez lui, un cercle, quoi. Il n'y a pas sa femme et tout, mais je veux dire, il me ramène avec ses potes, ça, c'était le petit plus. Ok. Ça reste fort aussi. Ah, tu m'étonnes. Et ouais, dans voiture, discussion un peu de tout et de privée, rien, privé, ouais. Voilà. À la fin, le dernier check, la dernière fois que je l'ai vu, dernier check, c'est fort. Il me dit, vas-y, le centre-ville, c'est là-bas tout droit, tu vois, il m'aiguille. C'est des conneries, mais c'est marrant. Ouais, mais il y a une sorte de proximité. Petit truc qui se crée, ouais. C'est comme si tu avais ton idole qui te dit ça. Tu reviens, bien, encore plus de légèreté, encore plus de recul par rapport à la vie, encore plus de conscience de qui tu es, encore plus d'oser. Et encore plus de tranquillité aussi, mentale. Parce que tu te dis, encore une fois, bon, tu vois, j'étais un peu paumé, où j'ai du temps, j'y vais, et tu regrettes pas d'y être allé, tu vois. Donc tu te dis, j'ai bien fait. Comme tu dis, encore une fois, pas de regret, en fait. Voilà, c'est ça. L'Argentine et cette expérience ne m'a jamais déçu, en fait. C'est ça le truc fort. C'est ça le truc fort. Et puis, tu le vois enfin, pour la première fois à Roland-Garros, enfin, pour la seule fois, en 2022, tu m'avais dit. 2022, donc ça boucle la boucle un peu. Il est capitaine de Coupe Davis à l'époque, donc il vient voir ses joueurs, Piquet, Schwarzman, etc. Et là, pour l'anecdote, je regarde Diego Schwarzman, donc Juan Ignacio Chela, son coach. Ouais. Et là, je vois arriver Guichet avec Carla Coria, sa femme, et ses enfants. Et il y avait Gaudio juste à côté, tu vois. On va y revenir, mais Gaudio, Coria, toute la clique, 2004, toute la clique est là, tu fais waouh. Et moi, je suis là, et ça remonte toujours les émotions comme la première fois en 2012. Ok. Et ça, c'est fort. Et là, je me dis... C'est ta Madeleine de Proust, un peu les sensations. Depuis ça, je divague que avec ça, avec ma vie. Et tu vois, t'es rarement déçu. Au feeling, bref. Revenir aux émotions que t'as vécues aussi. Tu vois, par exemple, avant de venir ici, je suis allé dans le square près de Roland parce que je me voyais pas faire métro ici tout de suite. Ouais. Ça m'a fait du bien, tu vois. Je le dis à personne, mais au moins, ça te conditionne et t'es bien pour venir ici. T'es dans toi-même avec ta bulle, quoi. Voilà, tu te retrouves avec toi-même. Ouais. Ce que je retrouve avec soi-même, c'est fort, je trouve. Et au moins, tu fais les bons choix, tu dis, OK, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est pas moi? Chut, en avant Guingamp et t'y vas. Non, donc voilà, ce 2022 avec Coria, c'était fort. Et le fait d'avoir Gaudio à côté, c'était encore plus marrant pour l'histoire. Et tu le vois ou tu lui... Je le vois, je check. Il me dit, Argentine, le français de Rosario, tu me reconnaît. Il te reconnaît, souviens-toi. On fait un selfie, tac, super heureux, le smile. On parle de Guido Bordi, l'ami, les coachs. Tu vois. Petite discussion sympa. Il se souvient de toi de toute façon, quoi. Parce que je pense qu'il ne voit pas tout le temps des Français qui viennent dans son académie. Un peu ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu fous là et tout, tu vois. Mais bon, il y a comme une bonne affection. Et là, surtout l'après-midi, il y a le frère Federico Coria, qui joue. Et là, on se met dans le coin, il y a sa femme, etc. Et là, tu vois, c'est plus cosy. Et il y a un échange. Et du coup, pour rebondir sur ça, Federico, justement, ça prolonge un peu ton aventure ou ta relation avec Guillermo. Parce que ça, tu as aussi un peu une relation différente, mais un peu avec Federico, parce que lui, il joue, donc il est encore en activité, voilà, dans le circuit. Et tu viens, pas chaque année, mais presque quand même chaque année pour Roland Garros, où il te permet de venir et il te donne une invite, quoi. Il me régale un peu, une invite, un bracelet au truc. Encore un plus que j'aurais pas pensé avant, tu vois. Un petit bonus de la vie, enfin, qui est lié en plus avec l'avant. Ça m'a prolongé, on va dire, l'émotion de la frustration de la petite carrière de Coria en nombre d'années. Oui. Parce qu'il finalement, il arrête en 2005 quasi.
c'est un long débat, on va y venir peut-être, mais 2006 à 2008, tu as les doubles fautes, il est plus lui-même. Il a pris un coup derrière la cabasse. Tu vois. Oui, toi, tu l'as vu en 2003, mais tu l'as vu sur une petite période, quoi. 4-5 ans. C'est 2003, 2004, 2005. Voilà. Derrière, voilà. Il fait une carrière sur 3 ans, qui est déjà correcte, hein. Mais c'est sur 3 ans. Donc quand t'es gamin, t'es un peu frustré. Tu en veux plus. Quand tu kiffes quelque chose, tu vois, un peu plus de magie, un peu plus. Donc, Fede Coria, ça a été une manière de prolonger un peu ce truc. Même si c'est pas pareil. Il joue pas comme son frère, il a pas la même main, il a rien de. Mais il est là, il est sympa. Sympa en plus, parce qu'il te permet de venir le voir. Il était en contact. Il était pas obligé. Hein. Non, t'es top 100, etc. Il t'invite. C'est quand même. C'est beau fort, parce que sûrement que ça le touche que toi, tu kiffé son frère et qu'il y ait une relation particulière, sans être amicale comme tu me dis, mais particulière avec lui. Et du coup, ça l'a boosté, quoi. L'an dernier, il fait les qualifs, il joue sur le Langlen. Parce que maintenant, les qualifs, ils ouvrent sur le Langlen. Il joue un Français. Et à la fin, il vient, il me balance son tour-poignet, check, petit selfie depuis le bord du terrain. Ça reste des belles émotions, des beaux souvenirs. Il est où maintenant, ce petit serre-poignet-là? Il est bien logé dans le kit dressing que je viens de monter. Il est prêt pour les crits. Voilà, il est prêt pour les crits avec le petit renard dessus, Tilki, une marque chilienne. Mais voilà, il est là pour les meilleurs matchs. Donc avant de parler de l'aspect joueur amateur, parce qu'on a parlé de ta construction en tant que com, et j'aimerais qu'on parle aussi de joueur amateur, mais j'aimerais qu'on parle de la carrière de Coria. Qu'est-ce qui t'a marqué dans sa carrière? Quel est pour toi le match ou les plus beaux matchs de Coria qui t'ont bien plu En fait, Coria, c'était un mec humain, je pense, qui a été un peu... C'est pour ça que sa tête n'a pas duré longtemps et qu'il a été usé par ça, parce qu'il n'était pas fait, il n'aimait pas l'avion, il n'aimait pas les voyages. Tout le monde disait que c'était un connard, un sale joueur, etc. Ce qui peut être vrai sur certains matchs. Mais après, il a essayé d'être gentil, ce qui explique aussi sa carrière qui a été un peu plus courte, parce qu'il était moins méchant, quoi. Alors que lui, sa base, c'était se battre, avoir cette rage, tu vois. Et ce qui m'a plu le plus, c'est ça, justement. C'est sa magie, sa main, sa vista, son talent. Je sais pas, son revers long de ligne. Il y avait une élasticité dans son jeu aussi, quand tu le vois jouer. Je sais pas, c'était délié, c'était El Mago, quoi. C'était El Mago. Le magicien, c'est pas pour ça qu'on l'appelait El Mago, c'est pas par hasard. Voilà, il se passait quelque chose, quoi. À chaque match, il se passait quelque chose. En bien ou en mal, parce qu'après, à un moment donné, il a fait 23 doubles fautes. Ce que tu me disais, pourquoi? Parce qu'il se fait quand même opérer de l'épaule. Hein. On l'oublie souvent en 2004. Après Roland, il se fait opérer de l'épaule. 6 mois d'arrêt. Et il revient, il change de coach, il change de technique, en fait. Il change de poignée, de prise. Au service, son coach José Perlas, l'espagnol, lui change de prise. Donc au début, ça marche bien. Il fait des aces. Et à un moment donné, il perd la main. Et il commence à faire des doubles fautes. Des règles après. Tu sais ce que c'est, hein, dans la tête. Les doubles fautes, tu pousses, machin, et puis c'est la catastrophe. Mais il a quand même gagné des matchs en faisant 23 doubles fautes, quoi, à ce niveau-là. Ah, c'est ça. C'est assez monstrueux. Et donc, est-ce qu'il y a un ou plusieurs matchs que tu as en tête? Moi, c'est Coria Agassi en quart de finale de Roland 2003. Ouais. Vraiment, pour moi, c'est son firmament, quoi. C'est son prime, quoi. Son prime. Il m'a régalé avec les revers long de ligne ce jour-là. Amorti, parce que Agassi était encore là, hein, il était encore au niveau. Ah oui, 2003. Quart de finale, en plus, t'es là, t'es en fin de tournoi, tu peux encore gagner, tu vois. Et vraiment, ce jour-là, c'était magnifique, c'était magnifique. Il y a eu ça. 2004 aussi contre Gonzalez en demi-finale de Miami, du Masters 1000, qui se jouait à l'époque à Key Biscayne. Et il se sauve 2 balles de match. 6-4, 5-4, 40-15 pour Fernando Gonzalez, le Chilien, donc. Qui était top 10, et là il gagne 4-6, 7-6, 6-1, ça m'a marqué parce que balle de match sauvé, le scénario sur dur en plus. Sur dur. D'ailleurs il fait finale contre Roddick, mais il se pète le dos, donc il abandonne, dommage. Et la finale contre Nadal à Rome 2005. 5h14 de tennis, de folie. Tu peux mettre les résumés ce que tu veux, demain je peux m'en remettre les 5h14 si je veux. Pourtant il y a des fêtes à la fin, tu vois. Ouais. 8-6 au tie-break du 5e. Folie. Ça n'existerait plus maintenant parce qu'il n'y a plus 5-7 en Masters 1000. Ouais, dommage. Dommage d'ailleurs. Mais voilà, ça c'était une folie. Les deux, ils prenaient tôt en coup droit, ils faisaient. Ouais, c'était un match de 3-0 au 5e contre Nadal. Balle de 4-0. Encore, comme à Roland 2004, c'est la tête, quoi. Pas la tête. Nadal a très bien joué, attention. Mais c'était une finale de folie, quoi. C'était une finale de folie. Bon, faut qu'on en parle, hein. La Roland Garros 2004, la défaite en finale. Comment
Déjà, est-ce que tu te rappelles où est-ce que tu étais quand tu l'as regardé? Est-ce que tu l'as regardé en direct? J'ai regardé en direct, j'étais dans mon salon, j'avais 14 piges Voilà, sur mon canapé. c'est ça. Et comment tu l'as vécu? Est-ce que ça t'a fait du mal? Est-ce que à l'époque, tu vois, 13-14 ans, tu peux verser quelques larmes? J'étais tout seul à la maison parce que mes parents étaient en brocante. Donc j'étais peinard. Okay. Moi, je pouvais me lâcher. Tu vois. Je l'ai vécu difficile. Au début, t'es gamin, donc 6-0, 6-3, tu te dis, ça va être facile. Tu connais pas encore le tennis comme aujourd'hui. Finalement, tu dis, le mec, il revient. Moi, si tu me dis 3 images, c'est les crampes de stress. Ouais. Les 2 balles de match qui sortent à ça. Il en a 2 à 5, 6-5, 40-15, enfin bref. Non, avantage. Et puis après, le revers croisé de Gaudio sur la balle de match et il lève la raquette en l'air comme ça. Ouais. Là, ça, c'est cette image qui me laisse en tête. Donc, je suis à plat. Enfin, c'est une blessure qui restera à vie. Je préfère le dire. Ouais. Pendant une semaine, j'avais 14 ans, j'étais, je sais pas, en 4e. Pendant une semaine, j'étais à plat. Voilà. T'avais plus envie d'aller à l'école. J'avais plus envie d'aller à l'école, j'avais plus envie de rien. Tu vois. Là, 2004-2005, j'étais à ça. Tellement j'étais à fond que quand Coria perdait, j'avais envie de rien derrière. Ouais. C'est-à-dire que j'avais envie de rien. Un Argentine-France en Coupe Davis, j'aurais été pour l'Argentine, pour Coria, tu vois. Donc, tellement c'était puissant. Et donc, 2 dernières questions sur l'aspect carré de Coria. La première, c'est, donc, on en a parlé, son aspect d'être mal aimé. Ouais. Est-ce que pour toi, c'était dur à accepter que ça soit ça? Ça faisait mal. Ça faisait mal d'entendre toujours les commentaires dire ouais, c'est un sale type, c'est tout le temps. Il y avait comme un acharnement, pardon. Un acharnement chronique, quoi. Il disait oui, le moins de petits trucs, il faisait relever, tu vois. J'ai rien contre U8, hein, mais il faisait crier des commandes, il faisait ça tout le temps et on disait rien, tu vois. Ça venait comme si, je sais pas, d'élite sale gueule au bout d'un moment. Donc c'est terrible. Trop d'acharnement, quoi. Trop. Il méritait pas ça. Après, je dis pas ça que c'est ça qui l'a usé, hein. Mais ça a joué. Je le vivais mal en étant en 14-15 ans. Ouais, bah oui, normal. Normal. Ouais. Bah, tu prends du recul. Mais tu vois, même jusqu'à lui, je te dis, il a essayé d'être plus gentil et ça l'a desservi. Petit à petit, ça a construit sa chute en 2006, 2007, 2008. Là, je souffre parce que sa carrière, elle est en dents de scie. Un coup, il revient, un coup, il revient pas. On va pas le dire, mais je pense qu'il était en déprime. Après, Roland 2004, Rome 2005, c'est lui. Il faut se relever super tout ça. Niveau, mais il se dit, Nadal arrive. En plus. Quand je vais gagner Roland, quoi. Nadal arrive, c'est mort. Bah après, ça change physiquement. 2005, 2006. Physiquement, 2007. c'est plus le même tennis. C'est plus le même tennis. Lui qui avait plutôt un jeu de contre, fin, tu vois. C'est plus puissant, il a pas de service, ça va être compliqué pour regagner. Et il se le dit. Ouais. Il a dit, je peux pas être top 20, quoi. Lui, il voulait être dans le top. Ça l'a détruit mentalement. Roland, il voyait plus l'intérêt, ça l'a détruit mentalement. Il voyait plus d'objectifs pour lui-même, en fait. Il annonce sa retraite début 2009, je crois. Début 2009, avril 2009. Voilà. Bon, il était déjà en retraite depuis. Tu t'y attendais peut-être sûrement, mais voilà, là, c'est acté. Officiel. Et voilà, comment tu as vécu ça? Qu'est-ce que ça t'a fait? C'est comme une porte qui se ferme du frigo. Ouais. mais voilà. Je m'y attendais, en fait. Là où ça fait plus mal, c'est 2007-2008, parce qu'il n'arrêtait pas de dire je reviens pas. T'as de l'espoir, mais voilà, qui se la dernière jamais, fois quoi. où j'ai eu espoir, c'est à Roland 2008, quand il joue Robredo au premier tour, sur le central. Super match, il perd en 4-7, mais il se passe quelque chose. Tu te dis, il va peut-être reprendre. Puis derrière, ça rechute, il repère des matchs à la con. Et donc 2009, finalement, pour l'anecdote, il finit sur un dernier challenger en Thaïlande. Ouais, à Bangkok. Bangkok, exact. Ouais. Contre Harel Levy, un Israélien qui avait peut-être fait finale de Masters 1000 en 2000. Enfin bref. Et il perd 6-3, 6-2. Enfin, c'est plus lui, quoi. Pourtant, il avait essayé d'aller en Thaïlande pour avoir moins de pression, pour se dire, allez, j'essaye dans un coin peinard. Mais il n'avait plus l'envie, quoi. Il n'avait plus la fin de compétition. Ouais, c'est ça. Il avait juste envie de s'entraîner. Il arrive en match, il n'avait plus envie. Ça servait à rien, il a arrêté. 2009, donc de là, il construit son académie en 2010. Il a son enfant. Il passe à une autre vie, quoi. Ouais, c'est ça. Il passe à une autre vie. Mais bon. Toujours le suspense de il va revenir, pas revenir, parce que les gars, ils disaient, mais t'as gâché ta carrière, il a tellement de talent et tout. Mais non, il voulait plus, quoi. Ouais, plus de volonté, de toute façon, après. Plus de volonté, il est passé à autre chose. Ça paye pas. Il passe à autre chose. Il passe à autre chose. Tu peux rien. C'est un peu comme dans la vie. Si t'as plus toi envie au fond de toi-même, tu peux pas. C'est ça. Tu peux pas y arriver à tout niveau. Et t'as un grand regret, c'est que t'as jamais pu le voir jouer en vrai sur le circuit, malheureusement. C'est ça. En match officiel, quoi. Ouais, en match soit officiel. à Roland ou ailleurs. J'ai jamais pu. Donc quelque part, le fait d'y aller en Argentine, c'est venu de là aussi. Hein.
Ouais, bah Et oui, puis de le rencontrer en 2022 à Roland, en vrai, c'est une petite compensation quand même. c'est ça. Mais il y aura toujours cette petite absence. Il y aurait eu moyen à un moment donné ou c'était vraiment impossible pour toi 2004-2005, j'allais à Roland, donc ça aurait pu, mais je suis pas tombé au bon jour, au bon moment. Ouais, c'est ça, il faut toujours Ça, tomber sur la Tu bonne, connais, hein, tu le prends bon ton cours. billet le mercredi, mais s'il joue le jeudi, Ouais, puis si t'es sur le Châtrier puis qu'il joue sur l'Anglaine, t'essaies d'échanger peut-être, mais ouais, c'est jamais, ça. jamais c'est compliqué facile, que quoi. ça se coordonne. Et puis tes gamins, aujourd'hui, ce serait plus simple. Est-ce que tu as des petites anecdotes à nous raconter sur Coria? Ou tu vois, je sais pas, du style, ça se trouve, tu regardais des matchs à 3h ou 4h sans problème? Ou est-ce que tu te refais régulièrement des vidéos YouTube tous les soirs? Enfin, ce genre de choses ou... J'ai un poil de nostalgie, donc sur YouTube, j'en remets de temps en temps. Tu sais. Ouais, Quand t'es à minuit devant ton canapé, là, un samedi soir, que tu te fais chier, tu remets. petit Coria, quoi. Je mets le petit Correa à la route vers le titre à Monte Carlo 2004. Monte Carlo 2004, c'est un peu son plus grand titre, Ouais. avec Hambourg 2003. Donc là, je regarde. Tu vois, quand il bat des mecs comme Nalbandian, Safin, ça fait toujours plaisir. On m'a dit, des coachs du club m'ont dit pourquoi il avait une si belle amortie. Ok. C'est un peu sa marque de fabrique. En fait, quand il faisait un amorti, on sait jamais, il pensait à, à un fesse arrière d'une femme Ok. qu'il allait caresser doucement et il remontait au dernier moment, en fait. Et c'est ça qui fait le geste parfait, apparemment. Ok. On m'a dit, tu fais comme un U et hop, tu remontes au dernier moment. Et Bon conseil pour les joueurs de tennis peut être drôle, ça peut être amateurs. il faut faire. C'est comme ça. Coach Label, Voilà, coach label en direct. Mais tout en délicatesse. sympa. Ça peut être sympa. Méthode argentine. Ça, après, non, voilà, il m'a. Un mec simple, en fait. Un mec simple, sans fioriture, qui voulait juste faire sa carrière. Ouais, c'est C'était ça. pas forcément fait pour ce star system et ça Ouais. l'a usé. Ça l'a usé. Sa tête a été usée avec ça, je pense, au fil de l'eau. Quoi. Au fil de l'eau. On va évoquer maintenant le côté joueur de tennis amateur. Ce que j'aimerais savoir, c'est, tu vois, toi, donc, tu joues au tennis régulièrement, mais quand tu as débuté, est-ce que tu as toujours essayé d'imiter un peu Coria sur la gestuelle, sur les coups, sur... Au début. Tu essayes un coup droit, tu dis je vais me placer comme ça, ou revers, sauter un peu pareil. Ouais. Il faisait des rebonds au service comme ça, tu vois, avec sa jambe en arrière. Mais bon, t'essayes. Puis après, tu reviens à la réalité. Hein, quand Oui, mais tu peux quand Mais- même essayer d'avoir un peu le même, Il y a un peu, la bien mentalité, sûr. le même... créer un peu de magie sur le court, tu vois. Des fois, je l'oublie. D'ailleurs, dans mon jeu, il faudrait que j'y pense plus. Créer un peu de magie, faire un peu plus d'amorti, des choses comme ça. Varier un peu plus. Mais ouais, t'y penses forcément. D'autant plus au début. Mais voilà, ça montre que de Coria à tennis amateur, ça m'a permis de... Il y a un lien, quoi. Dans la vie, dans la confiance en soi, parce que finalement, tu passes de 0 à 50% de confiance grâce à tout ce que je t'ai raconté, mes voyages, le lien avec l'Argentine, etc., se crée par rapport à cette histoire. Ouais. Et bien, quand tu atteins ton plafond de verre en tennis amateur, par exemple, tu es 15-3. Là, je suis 15-3. Mais aller grappiller derrière les petits progrès, c'est 2%, 5% par-ci, par-là. C'est un peu avec la confiance en soi, c'est pareil. Et c'est lié les deux, en fait. C'est lié les deux et c'est compliqué, là. Il faut s'accrocher tennistiquement, physiquement, surtout tactiquement. Quand tu arrives dans cette période 15-3, 15-2, 15-1, Ouais, pour là, monter, pour... si tu vas aller chercher, c'est compliqué. Et justement, sur ce côté objectif, toi, sur le tennis amateur, quels sont tes objectifs sportifs là, par exemple pour cet été et puis pour la suite? J'ai déjà beaucoup progressé dans la tête. Parce qu'avant, je balançais dès que tu me faisais un shop ou quoi. Les T'étais dans le dur, quoi. On dit, ouais, c'est pas du tennis, Ouais. c'est dégueulasse, nanani, nanana. Mais en fait, c'est à toi de pas te frustrer, d'accepter. C'est eux qui ont raison de te varier le jeu, de te faire chier. J'ai appris que le tennis, finalement, c'est gêner l'autre. Gêner l'autre beaucoup. Parce que moi, j'ai plutôt un jeu à faire droite-gauche et puis pas trop varié de base. Donc là, j'apprends des fois à remettre, faire des petits amortis, etc. Donc les objectifs, c'est ça. Ça fait 2-3 ans que je suis à 15-3. J'ai été 15-2 vite fait. Et voilà, je maintiens ce classement-là. Les objectifs, c'est monter avec mon équipe en critérium de printemps. Là, donc ça a commencé. Bon, malheureusement, je suis un peu blessé au poignet. J'ai pas pu prendre part encore, mais ça va venir. Et on va viser la montée. On est en Régional 4. On va viser la montée avec le Reims Europe Club en Régional 3. Ouais. Et donc c'est un club, tu m'en parlais en préparant le podcast, que tu te sens bien dedans. Tu as besoin d'une ambiance un peu familiale, un peu à la Coria, quoi, tu vois. On en revient à l'histoire un peu simple, Coria. Simple, efficace. Ouais. Les ondes, bonnes vibes, tu rentres, tu te sens bien. J'avais fait le tournoi jeune il y a 20 ans là-bas.
Je sais pas pourquoi, je me suis toujours bien senti, tu vois. Je me suis dit, un jour, je vais revenir. Et j'ai rencontré un pote via le swap, ça s'appelle, c'était des heures avec la fac. Et donc de là, j'ai dit, vas-y. Je me suis inscrit, t'avais la remise étudiante, et puis depuis, je suis pas parti. Avec les études, j'ai arrêté de 2012 à 2018, et là, j'ai repris depuis 2019, et à fond. Tu repars non classé, et puis, tu vois, 15-3. On se sent bien, c'est un club serein, quoi. Serein. T'as assez d'infrastructures, mais ça reste à taille humaine. T'as des beaux clubs dehors, on est bien, voilà. On a puis des petits noyaux, des mecs agréables, des mecs... bonne vibes, bonne ambiance. On a à peu près le même niveau parfois, bonne ambiance, ça te juge pas, tu progresses, ça cherche à tirer vers le haut. Et finalement, je me sens pas jugé quand j'arrive dans mon club. Et ça, c'est un gros plus. Parce que dans ta ville ou autre, ça peut être rare. Non, bien sûr. C'est un sport qui demande beaucoup d'humilité, mais parfois, il y a des gens qui en manquent. Et là j'ai ce rapport dans ce club où je me sens bien, quoi. Donc ça t'aide à progresser. Ça m'aide à progresser parce que j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de me sentir porté sincèrement, tu vois. Et on est tous comme ça dans le même cycle. Je peux jouer avec une 4e série, je peux jouer avec un 31, il n'y a pas de souci. De temps en temps, ça me... Ouais, ça peut toujours t'apprendre, l'aider à progresser. Série, on tape avec des fois, c'est cool, ça tire vers le haut. En fait, on a un petit noyau là où tu tapes l'apéro après, etc. C'est sympa, quoi. C'est sympa. Non, c'est bien, parce que tu peux ne pas dire ouais, j'ai pas envie de jouer avec un 31, ça me saoule. Et... Carrément. Alors que pas du tout. Non, mais en fait, chaque séance, tu peux en tirer quelque chose. Si tu te donnes un objectif, par exemple, tu tapes avec un 31, tu dis allez, faut pas que je fasse une faute. Faut que je le tire vers le haut aussi. Je me donne à fond, et comme ça, lui, il va se donner x10. Et tu le vois en plus, donc c'est top. C'est comme ça que j'ai progressé et que si tu peux amener les autres à progresser, c'est comme ça que c'est top. J'ai 2 dernières questions. Ouais. La première, c'est est-ce que depuis Coria, il y a un joueur de tennis qui s'est approché ou qui t'a titillé un peu sur le plan des émotions tennistiques Voilà, exactement. Je vais être cash, jamais. Ni de loin, ni de près, mais est-ce que c'est parce que je reste là-dedans ? Je peux pas te l'expliquer, mais non. Il n'y a pas eu... Il y a des mecs un peu comme Fonini ou qui pouvaient me faire rire, tu vois. Ok, mais des mecs un peu fous, quoi. T'es pas assez constant. Ouais. Moi, il faut un petit décalage. Un petit décalage, une histoire, un truc un peu... tu vois. Aujourd'hui, Alcaraz, j'aime bien parce que... Et il est limite trop bon pour moi. Oui, non, je vois ce que tu veux dire. C'est paradoxal. Mais ça reste... Il a ses hauts et ses bas quand même. Voilà, j'aime bien. Moi, je peux pas... Un mec robotisé, je peux pas. En fait, je peux pas. Il y en a de plus en plus. Après, c'est peut-être l'âge qui fait ça aussi, parce que j'ai jamais revibré en sport comme j'ai vibré à l'époque. Ouais. Bah, c'est différent tes goûts quand t'es petit et quand tu grandis. Hein. Je pense, on se le dit souvent. Mais est-ce que tu penses que là, maintenant, tu serais... Et que, imaginons, Coria jouerait maintenant, et tu découvrirais maintenant, ça serait le même coup de cœur pour toi ? Je pense, parce qu'il aurait toujours la même manière de jouer, la même approche, et cette même élasticité. Toi, au début du podcast, on parlait de Guga Kuerten. Ouais. Il avait une élasticité dans son jeu aussi. Je pense que je suis sensible à ça. C'est ta vibre. C'est ma vibre, peut-être. Hein. Le mec est un peu délié, mais pas trop. Tu vois ? Un mec trop nonchalant, ça va pas aller. Mais si, j'ai un mec comme Bublik, j'aime bien. Je te rapproche un peu de ça. L'an dernier à Roland, quand il fait son super parcours avec des amortis, quand il bat Draper, là, son match, il est magnifique, j'adore. Ouais. Là, je vibre un peu. Mais c'est sur un match, c'est sur un coup. Quoi. Je peux pas te donner un... Voilà. Avant, pas le suivre. Avant, j'étais un malade mental. Je regardais les programmes quand il allait jouer. Enfin bref. Ah, c'est ça. Je pouvais me lever. Tu me demandais de talent. Je pouvais me lever à 2h du mat pour regarder un match, enregistrer les cassettes, regarder la rediff le lendemain, tu vois. Ouais, c'est ça. Et vraiment... Ah, c'est beau. C'est comme ça, c'était l'histoire. Et ça m'a amené à être persévérant dans ma vie derrière, on en parlait, et maintenir tout ça, ce fil conducteur jusqu'à aujourd'hui. C'est ça. Valoriser aussi ce que t'as, prendre du recul, et t'es bien, quoi. Ouais, c'est ça. Rien que valoriser, jouer avec les copains en crit, c'est déjà un plus. Parce que tu dois sélectionner normalement. Donc c'est une chance, c'est une joie de jouer dans le club avec les potes. C'est ça. Et puis pour les bonnes ondes, quoi. Progresser avec la bonne mentalité, c'est comme ça que tu progresses en tennis amateur, je pense. Ma dernière question, c'est à l'avenir, est-ce que tu prévois de retourner peut-être à Rosario ou en Argentine ? Est-ce que tu as un projet par rapport à ça ? Est-ce que quelque chose qui t'habite encore Bah justement, j'y retourne en juin, là, fin juin. En Argentine ? En Argentine. Ok. En Argentine, j'arrive à Buenos Aires. Mais
15 jours en juin parce que j'avais envie de vivre une Coupe du Monde depuis là-bas. D'accord. Comment le pays champion du monde vit sa Coupe du Monde. Tu vois. Je vais vivre aller jusqu'au quart de finale. Et ça, c'était le point de motivation cette année. Je vais y retourner. Je vais y retourner et puis... puis tu y retourneras. Je vais voir les propriétaires qui m'avaient accueilli à La Plata. Je vais aller à Mendoza, c'est une région viticole, montagne, tu vois, parce que maintenant je suis journaliste dans le Champagne, donc ça va me parler, peut-être me donner des idées de sujets, je sais pas. Enfin, tout peut servir de point de départ et de rebondir derrière. Donc ouais, ça m'a donné ces idées-là en fait. Ouais, donc et dès que j'arrive à l'aéroport de Buenos Aires, je suis comme ça m'ouvre les chakras, tu vois. J'ai le smile que j'ai pas. Qui vient naturellement. Je sais pas comment l'expliquer, c'est comme ça. Ouais, c'est quelque chose qui t'habite, quoi, cette ambiance. J'en fais pas forcément une idée de faire ma vie là-bas ou quoi. Je sais pas, j'ai 35 ans, on sait jamais. Je suis très bien aujourd'hui professionnellement, je suis très bien dans mon rapport à Reims, tennis, boulot. Il y a tout. Mais il y a quelque chose qui te rattache là-bas, quoi. Tu t'es rattaché. Ça fait toujours plaisir d'y aller tous les 3 à 4 ans. Tu sais pas l'expliquer. C'est ça. Cette histoire qu'on parle depuis Ouais, la première fois où dès qu'on s'est rencontrés et tout, on se parle un peu de nos vies et tu m'as toujours parlé un peu de Correa, tout ça. Et moi, là, tu vois, je lance mon podcast et ça m'a tapé dans l'œil de pouvoir raconter ton histoire et t'as accepté. Donc, Tu m'as invité et c'est avec grand plaisir que j'étais là parce que c'est toi et qu'on a vécu justement ces échanges avant. Et c'est ça. C'était naturel, du coup. Naturel de venir. On est comme à la maison, comme on dit. Et puis... C'est ça, exactement. Et on a une anecdote ensemble, c'est quand on avait téléchargé ce Correa Moya à Roland Garros en 2015. 2015, je veux télécharger Roland en 2004, quart de finale de Correa Moya. Et là, ça fait bugger tous les réseaux IBM de la Fédé. Enfin bon, un bordel. C'est vrai qu'il n'y avait plus de réseau et plus personne ne pouvait rien télécharger. Apparemment. Donc c'était. Il y avait l'autoroute, mais. Tout ça à cause de. Tout ça à cause de moi. De JB Label et de. Correa Moya en entier. Et Jérém Sport qui m'avait dit vas-y, c'est possible. Ouais, mais bon, je pensais que c'était possible. Ça, c'est entre les lignes. Bravo. Belle manière de clôturer ce podcast. Merci beaucoup de nous avoir livré ton histoire. De rien. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, mais en tout cas... Écoute, on a bouclé la boucle, je pense. On a fait les tours, le pourquoi du comment, et surtout garder cette ligne pour les gens. Là, on a parlé surtout pour... en témoignage, les gens, c'est ça qui est important, je pense. C'est ça. Et, mais ça peut prendre un exemple pour beaucoup de gens. C'est ça. Une passion peut t'aider dans ta vie et vice-versa. Et encore aujourd'hui, quand tu as des petits moments de moins bien, hop, l'antenne, elle sort et tu te remémores tout ça et ça fait du bien et puis tu repars. Merci beaucoup JB pour ton témoignage. Et puis rendez-vous très bientôt pour le 3e épisode d'Entre les lignes. À bientôt.